Ma sœur a accidenté ma voiture neuve, puis a ricané, maman et papa t'obligeront à me pardonner. Ils ont essayé, jusqu'à ce que je sorte le rapport d'assurance. Soudain, elle ne souriait plus, car elle n'avait aucune idée de ce que j'avais fait dans son dos. J'avais passé des années à économiser chaque dollar supplémentaire, à renoncer aux vacances, à ignorer les achats impulsifs, et à conduire ma vieille berline déglinguée jusqu'à la dernière goutte, tout ça pour enfin m'offrir la seule chose que j'avais toujours voulu, une voiture neuve, entièrement à moi, payée avec mon propre argent durement gagné. Au moment où j'ai signé les papiers et que le concessionnaire m'a remis les clés, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, une fierté pure, non filtrée, pour moi-même. J'ai passé mes doigts sur le capot lisse et brillant, j'ai humé l'odeur enivrante des sièges en cuir neuf, et j'ai pensé, c'est à moi. Chaque partie de cette voiture est à moi. Je possédais la voiture depuis à peine une journée complète, lorsque ma jeune sœur, Jem, a décidé que mon bonheur était à sa disposition. Jem, qui avait été choyée et gâtée toute sa vie, n'avait jamais travaillé pour quoi que ce soit, n'avait jamais pris de responsabilité, et n'avait jamais fait face à une conséquence que nos parents ne pouvaient pas étouffer. C'était le genre de personne qui traitait les affaires des autres comme si elles lui appartenaient par défaut, car c'est ainsi que la vie avait toujours fonctionné pour elle. Quand je suis arrivé dans l'allée de nos parents ce soir-là pour leur montrer la voiture, Jem était déjà là, appuyée contre le garage, avec ce sourire paresseux et suffisant qu'elle arborait toujours. Elle a à peine levé les yeux de son téléphone quand je me suis garé. « Belle voiture », dit-elle en se détachant du mur et en s'approchant, jetant un coup d'œil par la fenêtre côté conducteur, comme si elle avait déjà décidé que la voiture lui appartenait. « Combien de kilomètres ?»« Moins de 100, dis-je, me forçant à rester neutre, même si je sentais déjà ma patience s'effriter. Jem laissa échapper un léger sifflement, hochant la tête d'un air approbateur. Puis, sans demander, elle attrapa la poignée et ouvrit la portière. « Laisse-moi faire un tour. » Je me suis immédiatement déplacé pour refermer la portière avant qu'elle ne puisse monter, secouant fermement la tête. « Pas question. Je viens de la voir. Tu ne la conduiras pas. » Jem a levé les yeux au ciel, comme si je venais de lui refuser $1. « Oh, allez, Annie. Ne sois pas si contrôle-fric. Ce n'est qu'une voiture. » « Exactement, ai-je rétorqué. C'est juste une voiture que j'ai payée avec mon propre argent. Tu n'as pas le droit de la prendre. » Mais Jem n'avait jamais été du genre à entendre non et à l'accepter. Elle s'est contentée de sourire, à hausser les épaules, et à reculer. Mais quelque chose dans son expression m'a envoyé un frisson d'avertissement dans le dos, comme si elle avait déjà un plan de secours en tête. J'aurais dû faire confiance à mon instinct. Salut à tous, désolé d'interrompre votre lecture, mais s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et aimez cette vidéo. Merci. Plus tard dans la soirée, j'ai laissé les clés de ma voiture sur la table de l'entrée pendant quelques minutes, le temps de monter chercher quelque chose dans ma chambre. Quand je suis redescendu, les clés avaient disparu, et ma voiture aussi. Mes mains se sont serrées en poing alors que la réalité s'imposait. Jem. Je suis sorti en trombe, le cœur battant la chamade, mais elle était déjà loin, le crissement des pneus s'éloignant dans la nuit. J'ai sorti mon téléphone et composé son numéro, mais je suis tombé directement sur sa messagerie vocale, encore et encore. J'étais encore furieuse quand, 2 heures plus tard, mon téléphone a enfin sonné, mais ce n'était pas le numéro de Jem. C'était un appelant inconnu. J'ai répondu, me préparant déjà au pire. Mademoiselle Anderson, une voix grave, calme mais sérieuse. C'est l'agent Reynolds, du département de police du comté. Je vous appelle au sujet d'un véhicule immatriculé à votre nom. J'ai senti mon estomac se nouer. Que s'est-il passé? Il y a eu un accident. Une pause. La conductrice est indemne, mais le véhicule a subi des dommages importants. Ma prise sur le téléphone se resserra. Qui conduisait? L'agent n'hésita qu'une seconde avant de répondre. Une jeune femme qui s'est identifiée comme étant Jem Anderson. Je ne me souviens même pas d'avoir conduit jusqu'au lieu de l'accident. Un instant, j'étais dans l'entrée de mes parents, agrippant mon téléphone avec des doigts blancs, et l'instant d'après, j'arrivais derrière des gyrophares clignotants, mon pouls battant un rythme régulier de rage. Et elle était là, ma sœur, debout à côté de ce qui restait de ma voiture neuve, les bras croisés, l'air complètement imperturbable. Le pare-choc avant était détruit, le capot enfoncé sur lui-même, et un des phares était brisé. Ma belle et parfaite voiture était en ruine, et Jem se tenait là, comme si de rien n'était. Je suis sorti de ma vieille guimbarde,
claquant la portière plus fort que je ne le voulais, les mains tremblantes alors que je marchais vers elle. « Qu'est-ce que tu as foutu ?» Jem s'est enfin tournée vers moi. Et puis, dans le moment le plus exaspérant de toute ma vie, elle a eu un sourire narquois. « C'est con », dit-elle en haussant les épaules, comme si elle venait de faire tomber mon cornet de glace au lieu de détruire ma voiture. Mais bon, ne panique pas, maman et papa t'obligeront à me pardonner. J'ai senti ces mots me frapper comme une gifle. Maman et papa m'obligeront à la pardonner. Ce n'étaient pas des excuses. Ce n'était même pas une reconnaissance de ce qu'elle avait fait. C'était une déclaration suffisante et arrogante, affirmant que peu importe ma colère, peu importe les dégâts qu'elle avait causés, ça n'aurait pas d'importance, car nos parents arrangeraient les choses, comme ils l'avaient toujours fait. J'ai pris une lente et profonde inspiration, les poings serrés le long de mon corps, mon pouls martelant dans mes oreilles. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est brisé. Je n'allais pas la laisser s'en tirer cette fois. Pas cette fois. Avez-vous déjà eu un frère ou une sœur qui pensait pouvoir s'en tirer avec n'importe quoi? Dites-le moi dans les commentaires, car j'en avais fini de laisser passer. Je me suis réveillé le lendemain matin avec un mal de tête lancinant, mon corps encore tendu par la frustration pure de la nuit précédente. Mon esprit rejouait chaque détail de cette terrible rencontre sur le lieu de l'accident, le visage narquois de ma sœur me hantant comme un cauchemar qui refusait de se terminer. Ma voiture, ma belle voiture neuve, durement gagnée, avait disparu. Détruite en un instant par quelqu'un qui n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. Quelqu'un qui n'avait jamais fait face à une seule conséquence. Quelqu'un qui croyait sincèrement que ma colère n'était rien de plus qu'un inconvénient dans sa journée. Je savais, avant même de sortir du lit, que mes parents allaient m'appeler, qu'ils allaient exiger une conversation, qu'ils allaient essayer d'arranger les choses comme ils l'avaient toujours fait, comme si les actions de Jem n'étaient qu'une autre petite erreur que nous pourrions tous oublier, si seulement j'étais raisonnable, comme une bonne fille devrait l'être. Effectivement, dès que j'ai regardé mon téléphone, j'ai vu 3 appels manqués de maman, 2 de papa, et un texto de Jem si incroyablement arrogant que j'ai dû le relire 2 fois pour en croire mes yeux. Arrête de faire ton drame, Annie. Ce n'est qu'une voiture. Maman et papa ont dit qu'on trouverait une solution, alors arrête d'agir comme si c'était la fin du monde. Il n'y avait aucune excuse, aucun remords, pas même la moindre reconnaissance qu'elle avait fait quelque chose de mal. Juste une arrogance pure qui suintait de chaque mot, comme si le vrai problème n'était pas qu'elle avait volé et accidenté ma propriété, mais que j'avais osé en faire toute une histoire. J'ai ravalé ma rage, me forçant à respirer lentement, me rappelant que m'énerver pour un texto ne m'aiderait pas maintenant. Jem avait toujours été comme ça, et je savais exactement où elle l'avait appris. Je suis allé en voiture chez mes parents, les jointures blanches sur le volant de ma vieille voiture de secours, l'estomac noué par un mélange de colère et d'épuisement, sachant déjà exactement comment cette conversation allait se dérouler. Je suis entré sans frapper, sans prendre la peine de saluer, et j'ai trouvé mes parents assis, raides, à la table de la cuisine. Leurs expressions étaient un mélange parfait d'inquiétude forcée et d'exaspération à peine voilée, comme si c'était moi le problème, comme si ma réaction était la chose à corriger. Jem était affalée sur une des chaises, faisant défiler son téléphone, l'air complètement indifférente, comme si elle attendait que tout ça se calme pour pouvoir reprendre sa vie, pendant que je devais ramasser les morceaux de ce qu'elle avait détruit. Maman a soupiré lourdement, posant sa tasse de café comme si ma présence l'épuisait déjà, se frottant les tempes comme si elle était la victime dans toute cette histoire. Annie, ma chérie, nous devons parler de cette situation, car cette colère que tu gardes en toi n'est saine pour personne. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine, quelque chose de calme mais de dangereux, une fureur lente et ardente que j'avais portée pendant des années, mais que je ne m'étais jamais pleinement autorisé à reconnaître jusqu'à présent. Ma colère? Ai-je répété, ma voix étrangement calme, mes mains posées sur le dossier d'une chaise vide, serrant le bois si fort que mes doigts me faisaient mal. Vous pensez que ma colère est le problème ici? Maman laissa échapper un long soupir, échangeant un rapide regard avec papa. Leur communication silencieuse rendait douloureusement clair qu'ils étaient unis là-dessus, que leur décision avait déjà été prise avant même que j'entre. Ma puce, dit-elle, sa voix dégoulinant de condescendance, comme si j'étais une enfant faisant une crise pour un jouet cassé. Ce n'est qu'une voiture. Jem n'a pas fait exprès de l'accidenter. Et nous ne pensons pas qu'il soit juste de la punir si durement pour quelque chose qui était clairement un accident. J'ai senti quelque chose en moi se briser, quelque chose qui avait été maintenu par la pure force de la volonté pendant des années, quelque chose qui avait été étiré, tiré, et déchiré une fois de trop. Elle l'a volé, dis-je,
ma voix plate, dépourvue d'émotion, car si je me laissais ressentir quoi que ce soit, je savais que j'exploserais. Je lui ai dit non. Elle a pris mes clés quand même. Elle a volé ma voiture, l'a démolie, puis m'a souri au nez parce qu'elle savait que vous la couvririez, comme vous le faites toujours. Jem laissa échapper un soupir dramatique, levant enfin les yeux de son téléphone, roulant des yeux comme si toute cette conversation était indigne d'elle. Bon sang, sœurette, tu agis comme si j'avais assassiné quelqu'un, marmonna-t-elle en secouant la tête, son arrogance irradiant d'elle par vagues. J'ai fait une erreur. D'accord ? Détends-toi. Papa tendit la main, posant une main douce sur la mienne, ses yeux suppliants, son expression soigneusement travaillée en quelque chose qui ressemblait à de l'amour, mais qui n'était en réalité que de la manipulation enrobée dans un joli paquet. Annie, tu es sa sœur, dit-il doucement, inclinant la tête comme s'il parlait à un tout petit ayant besoin d'être corrigé. Je sais que tu es contrariée, mais la famille pardonne, ma chérie. C'est ce que nous faisons. Nous nous pardonnons les uns les autres. Je l'ai regardé, fixant l'audace pure de ses mots. La façon dont il avait si facilement placé sur moi la responsabilité de réparer ce que Jem avait fait, comme si mes sentiments étaient un inconvénient. Comme si mon travail acharné ne signifiait rien. Comme si mes sacrifices n'avaient pas d'importance, tant que Jem était heureuse. J'ai réalisé à ce moment-là que j'avais passé toute ma vie à être conditionné pour accepter ce traitement, à croire que mes besoins passaient en second, que ma colère était injustifiée, que ma douleur était quelque chose que je devais ravaler en silence, pour le bien de la paix familiale. Mais je n'étais plus cette personne. Je n'allais pas les laisser me culpabiliser pour me soumettre, cette fois. Alors, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai souri. C'était petit, juste une lueur d'amusement, mais c'était suffisant pour faire hésiter mon père. Assez pour que Jem me regarde avec quelque chose qui ressemblait presque à de la méfiance. Vous savez quoi, dis-je, ma voix légère, mon expression faussement calme, car j'avais déjà pris ma décision. Tu as absolument raison, papa. La famille pardonne. Et je ne veux plus garder cette colère en moi. J'ai vu le soulagement inonder leur visage, le sourire narquois de Jem revenir, pendant qu'ils se penchaient tous en arrière dans leurs chaises, convaincus qu'ils avaient gagné, qu'ils avaient réussi à me briser pour me ramener à la version de moi-même qu'ils préféraient. Mais ils n'avaient aucune idée de ce que je préparais. Ils n'avaient aucune idée que, derrière mon sourire agréable et mon accord facile, j'étais déjà en train de mettre les choses en mouvement. J'allais faire payer Jem pour ce qu'elle avait fait. Elle ne le savait juste pas encore. J'avais passé toute ma vie à m'entendre dire que la famille passe avant tout, que le pardon est une vertu, que garder rancune ne mène qu'à l'amertume. Mais alors que j'étais assise dans ma voiture, devant le bureau de l'assurance, serrant le volant si fort que mes jointures blanchissaient, j'ai réalisé que ces règles ne s'étaient jamais appliquées qu'à moi. On n'avait jamais attendu de Jem qu'elle pardonne, fasse des compromis ou des sacrifices, car Jem n'avait jamais fait face à de réelles conséquences. Pas une seule fois, jamais, pendant toutes ces années où elle avait vogué sur la vie, portée par une vague de gens qui nettoyaient ses dégâts. Mais cela allait changer. Et pour la première fois de ma vie, ce ne serait pas moi qui ramasserais les morceaux. Quand je suis entré dans le bureau de l'assurance, la climatisation a soufflé sur ma peau, un contraste saisissant avec le feu qui couvait dans ma poitrine, cette rage calculée qui me nourrissait depuis le moment où Jem m'avait ricané au nez en me disant que nos parents m'obligeraient à lui pardonner. L'homme au comptoir a à peine levé les yeux en tapant quelque chose sur son ordinateur. Sa voix était sèche et professionnelle lorsqu'il a demandé comment il pouvait m'aider. J'ai pris une profonde inspiration, me ressaisissant avant de parler, sachant qu'une fois que j'aurais mis cela en marche, il n'y aurait pas de retour en arrière. Je dois faire une déclaration de sinistre pour ma voiture, dis-je, en gardant un ton égal, mon expression soigneusement neutre. Il a hoché la tête, cliquant encore quelques fois avant de lever les yeux vers moi. C'était un accident ? Avez-vous un rapport de police ? Oui, il y a un rapport, dis-je, mon pouls régulier, ma décision inébranlable. Et je dois le déclarer comme une utilisation non autorisée. Cela l'a fait hésiter. Il a cligné des yeux une fois, inclinant légèrement la tête comme pour déterminer s'il avait mal entendu. Utilisation non autorisée, a-t-il répété, sa voix teintée d'une note de curiosité. Êtes-vous en train de dire que votre véhicule a été volé ? J'aurais pu dire oui, mais je savais qu'il ne fallait pas mentir ouvertement, surtout quand la vérité était tout aussi accablante. Je ne lui ai jamais donné la permission de la prendre, ai-je clarifié, en choisissant mes mots avec soin, en m'assurant qu'il n'y avait aucune place à l'interprétation.
Je lui ai explicitement dit qu'elle ne pouvait pas conduire ma voiture, et elle l'a prise quand même. C'est du vol, n'est-ce pas? L'homme n'a hésité qu'une seconde avant de hocher lentement la tête, tapant quelque chose dans son système, son regard balayant l'écran alors qu'il lisait ce que je supposais être les politiques de l'entreprise sur des situations comme celle-ci. Si vous pouvez prouver que vous lui avez refusé la permission et qu'elle a pris le véhicule malgré tout, alors oui, cela est qualifié d'utilisation non autorisée. J'ai fouillé dans ma poche, sortant mon téléphone, mes doigts se déplaçant rapidement alors que je retrouvais les SMS de Jem, ceux où je lui avais dit non, ceux où elle en avait ri comme si mes mots ne signifiaient rien. J'ai tourné l'écran vers lui, le regardant lire les messages, ses sourcils se haussant légèrement avant qu'il n'acquiesce de nouveau. Cela devrait suffire, dit-il, sa voix maintenant purement professionnelle, ses doigts se déplaçant sur le clavier avec précision. Puisque vous déclarez une utilisation non autorisée, la responsabilité ne vous incombera pas. Elle sera transférée au conducteur. Jem. La responsabilité serait transférée à Jem. La réalité de la situation s'est installée lentement, comme du miel chaud coulant sur l'acier froid de ma fureur, l'enrobant de quelque chose de riche et de satisfaisant. Jem, qui avait passé toute sa vie à fuir ses responsabilités, devrait enfin répondre de quelque chose. Jem, qui m'avait ri au nez et m'avait dit que je devrais lui pardonner, allait apprendre ce que l'on ressent quand le monde ne se plie pas à sa volonté. De combien parle-t-on, demandai-je, en gardant ma voix stable, bien qu'à l'intérieur mon cœur battait la chamade avec un frisson étrange et inconnu. L'homme a jeté un coup d'œil à son écran, ajustant ses lunettes avant de répondre. Eh bien, étant donné l'étendue des dégâts, le total estimé dont elle sera responsable se situe entre 30 000 et 40 000 euros. 30 000 à 40 000 euros. J'ai expiré lentement, absorbant le chiffre, le laissant rouler sur moi comme une vague de pure justification. Jem n'avait jamais eu à faire face à plus qu'une tape sur les doigts, n'avait jamais eu à vraiment affronter le poids de ses actions. Mais maintenant, ce poids était sur le point de s'abattre sur elle, et je n'allais pas lever le petit doigt pour l'arrêter. Au moment où je suis sorti du bureau, le soleil brillait plus fort, l'air semblait plus vif, et pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, je me sentais bien. Je me sentais puissante. Je me sentais libre. Plus tard dans la soirée, j'étais assise dans mon appartement, faisant défiler les réseaux sociaux, mes yeux se plissant en tombant sur la dernière publication de Jem, une photo d'elle et de ses amis dans un bar, un verre à la main. Sa légende, aussi arrogante que jamais, journée difficile, mais rien que quelques verres ne puissent arranger. Certaines personnes doivent se calmer et passer à autre chose. La vie est trop courte pour stresser pour des broutilles. Des broutilles. C'est ainsi qu'elle appelait ça. L'audace pure de la chose m'a fait éclater de rire, un son si étranger qu'il m'a surprise un instant, avant que je ne me penche en arrière contre le canapé, secouant la tête d'amusement. Jem pensait qu'elle avait gagné. Elle pensait que c'était fini. Elle pensait que nos parents l'avaient encore une fois tiré d'affaire, que tout allait redevenir normal, que j'avais simplement ravalé ma colère et tourné la page, comme je l'avais toujours fait auparavant. Mais ce que Jem ne savait pas, ce qu'elle ne saurait pas avant que cette déclaration de sinistre ne soit traitée, c'est que cette fois, je ne laissais pas tomber. Cette fois, Jem allait apprendre à la dure. Et au moment où elle réaliserait ce que j'avais fait, il serait déjà trop tard. Assise à table, je sentais déjà le poids de leurs attentes peser sur moi, dense et suffocant, comme s'ils avaient collectivement décidé que ce soir serait la nuit où je rentrerais enfin dans le rang. Mon père avait mis la table comme pour une fête, des bougies vacillant dans leur chandelier, l'odeur de poulet rôti et de purée de pommes de terre au beurre remplissant l'air. Sa façon de faire comprendre que c'était censé être un moment familial, une nuit de réconciliation, une scène soigneusement conçue pour aplanir ce qu'il considérait comme un conflit inutile. Ma mère était assise en bout de table, sa présence habituelle imposante mais détendue, son expression ne laissant rien paraître. Mais je savais exactement pourquoi nous étions là, pourquoi ce repas avait été prévu si peu de temps après l'accident, pourquoi Jem était assise en face de moi avec ce sourire narquois insupportable étiré sur son visage, son téléphone posé à côté de son assiette, comme si elle ne pouvait même pas prendre la peine de prétendre que cela comptait pour elle. Je sentais venir la conversation inévitable qu'ils avaient tous répétée dans leur tête, les mots soigneusement choisis qu'ils utiliseraient pour me convaincre que ma colère était un inconvénient plutôt qu'une justification, que ma réaction était exagérée plutôt qu'appropriée, que Jem méritait mon pardon simplement parce qu'elle était de la famille. Mais alors que j'étais assise là, les mains sur mes genoux, une épaisse enveloppe pressée entre mes doigts sous la table, je ne ressentais qu'un calme étrange, car contrairement à eux, je savais déjà comment ce dîner allait se terminer. Jem fut la première à parler,
sa voix dégoulinant de ce genre d'arrogance qui avait été cultivé depuis l'enfance, ses mots teintés de condescendance, son sourire narquois s'élargissant alors qu'elle se penchait en arrière dans sa chaise, les bras croisés sur sa poitrine. « Alors, tu t'es calmé ? Ou tu comptes encore faire une crise pour une stupide voiture ?» Les mots m'ont à peine effleuré, n'ont presque rien agité en moi, car je m'y attendais déjà, je m'étais déjà préparé à la façon dont elle transformerait cela en une blague, je savais déjà qu'elle essaierait de me faire passer pour la personne déraisonnable devant nos parents. J'ai simplement incliné la tête, lui offrant un petit sourire indéchiffrable, regardant sa confiance grandir face à ce qu'elle supposait être de la soumission, regardant mes parents échanger des regards soulagés, croyant bêtement qu'ils avaient gagné. Mon père laissa échapper un soupir dramatique, le genre qui se voulait exaspéré mais doux, comme s'il endossait le rôle épuisant de médiateur, comme s'il était le seul à avoir la patience de me gérer. « Annie, ma chérie, je sais que cette situation a été stressante pour toi, mais nous devons vraiment mettre ça derrière nous, en famille. Jem a fait une erreur, mais garder cette colère en toi ne va rien arranger. » Ma mère, toujours la voix de la raison, toujours la femme qui se targuait d'être pondérée et pragmatique, hocha la tête en coupant son poulet, parlant sans même lever les yeux de son assiette. « La vie est trop courte pour se laisser prendre par des choses comme ça, Annie. Au final, ce n'est qu'une voiture. Les choses peuvent être remplacées. La famille, non. » Je pouvais sentir la satisfaction irradiée de Jem, pouvais presque voir la façon dont elle se délectait de ma prétendue défaite, son ego gonflant à chaque seconde, son sourire narquois devenant de plus en plus insupportable. Elle prit sa fourchette, la faisant tournoyer entre ses doigts, secouant la tête avec une déception feinte. « Sérieusement, sœurette, tu dois te calmer. Je te jure que tu as toujours été comme ça, à surréagir, à faire de toute une affaire d'État. Franchement. J'ai accidenté une voiture, pas ta vie entière. Tu t'en remettras. » C'est à ce moment-là, alors qu'elle laissait échapper un petit rire amusé, que mon père tendit la main sur la table pour poser une main rassurante sur la mienne, que ma mère fit un petit signe de tête approbateur aux paroles de Jem, que je bougeai enfin. J'ai tendu la main sous la table, j'ai sorti l'enveloppe et je l'ai posée directement devant Jem, avec une précision délibérée. Le bruit du papier épais heurtant le bois poli fut assez fort pour les faire tous sursauter. Jem y jeta à peine un coup d'œil, son sourire narquois toujours bien en place alors qu'elle secouait la tête, levant les yeux au ciel comme si j'étais dramatique, comme si ce que j'allais faire ne valait pas son temps. « Qu'est-ce que c'est ? Une lettre de colère sur comment tu as été blessé ? Lis-le, dis-je simplement, ma voix égale, mon expression indéchiffrable. » Quelque chose dans mon ton a dû attirer son attention, car pour la première fois de la soirée, son amusement vacilla, son sourire narquois s'affaissant légèrement alors qu'elle attrapait l'enveloppe, ses doigts hésitant une seconde avant de la déchirer. Au moment où elle a sorti les papiers, au moment où ses yeux ont balayé les mots imprimés en haut, la couleur a quitté son visage si rapidement que c'était presque satisfaisant à regarder, presque poétique dans son ironie. J'ai regardé en silence ses mains se crisper sur les pages, sa bouche s'ouvrir et se fermer sans un son, toute sa posture passée d'une arrogance suffisante à une horreur silencieuse et naissante. Mon père fronça les sourcils, jetant un coup d'œil confus entre nous, ses mains toujours près des miennes, sa prise se resserrant légèrement. « Annie, qu'est-ce que c'est ?» La voix de Jem n'était qu'un murmure, ses doigts agrippant le document si fort que les bords se froissaient sous la pression. « Qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai pris une gorgée de mon vin, laissant le silence s'étirer juste assez longtemps pour les mettre mal à l'aise, juste assez longtemps pour que le poids de la réalité s'installe sur les épaules de Jem avant que je ne parle enfin, ma voix calme, mesurée, presque douce. « Ça, chère sœur, c'est le rapport final de l'assurance. Celui qui te transfère officiellement l'entière responsabilité. » L'atmosphère a changé instantanément, épaisse de tension, suffocante. La prise de conscience soudaine a frappé mes parents comme une gifle. Ma mère a enfin levé les yeux de son assiette, sa fourchette figée à mi-chemin de sa bouche, ses yeux vifs, calculateurs, essayant de reconstituer ce qui venait de se passer, essayant de comprendre comment Jem était passé d'intouchable à responsable. Mon père a retiré sa main, feuilletant les papiers avec une panique croissante, le souffle court alors qu'il comprenait ce que cela signifiait, alors qu'il lisait les chiffres imprimés clairement en gras. Jem, pour la première fois de sa vie, avait l'air effrayé. Et je ne m'étais jamais senti aussi satisfaite de toute mon existence. La chaise de Jem a raclé bruyamment le sol alors qu'elle se reculait de la table avec assez de force pour faire teinter les couverts. Son souffle était court et saccadé, son visage tordu par un mélange d'incrédulité et de fureur, ses mains agrippant les papiers de l'assurance si fort qu'ils se froissaient sous ses doigts.
Elle est restée là un instant, la poitrine se soulevant et s'abaissant, me fixant avec quelque chose qui ressemblait presque à de la trahison, comme si je lui avais fait du tort en refusant de me soumettre et d'accepter ce qu'elle avait fait, comme si le vrai crime ici n'était pas son insouciance, son arrogance, son vol, mais mon audace de la faire affronter les conséquences de ses actes. Sa voix était tendue quand elle a finalement parlé, basse et furieuse, tremblant d'une rage à peine contenue. Ce n'est pas drôle, Annie. Dis-moi que tu plaisantes. Je n'ai pas répondu immédiatement, laissant le silence s'étirer entre nous, regardant la panique vaciller sur son visage, la regardant passer de moi à nos parents, comme si elle s'attendait à ce qu'ils interviennent et règlent ça avant que ça ne dégénère. Les lèvres de mon père étaient légèrement entr'ouvertes, ses doigts agrippant le tissu de sa chemise, ses yeux balayant les papiers devant lui comme s'il cherchait une faille, une issue, une information qui ferait disparaître tout ça. Ma mère, toujours la plus calme, a pris une profonde inspiration et a posé ses mains à plat sur la table, sa voix mesurée, calme, mais teintée de quelque chose de dangereusement proche de la frustration. Annie, dit-elle, son regard acéré, lourd d'attente, comme toujours quand elle voulait que je cède. Ça va trop loin. Tu punis ta sœur d'une manière qui n'est pas seulement cruelle, c'est vindicatif. J'aime laissa échapper un rire amer, le son creux, forcé, ses doigts passant dans ses cheveux alors qu'elle se détournait de la table, arpentant la pièce comme un animal en cage, secouant la tête avec incrédulité. C'est de la folie. Tu essaies vraiment de ruiner ma vie pour une foutue voiture. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, croisant les bras sur ma poitrine, mon expression indéchiffrable, ma voix stable. Non, j'aime. Je ne ruine pas ta vie. Je ne nettoie juste pas tes dégâts, cette fois. Mon père inspira brusquement, sa main se portant à sa poitrine comme si je l'avais frappé, ses yeux écarquillés d'incrédulité, comme s'il ne pouvait pas comprendre que je refusais de jouer le rôle qu'il m'avait assigné depuis l'enfance, le rôle de la responsable, celle qui pardonnait, celle qui arrangeait les choses, celle qui faisait les sacrifices pour que j'aime n'ait jamais à le faire. Ma chérie, ça va la suivre pendant des années, murmura-t-il, sa voix tremblante, ses doigts se resserrant sur les papiers comme s'il pouvait les faire disparaître par la seule force de sa volonté. Des déclarations de sinistres comme ça, le fardeau financier. Ce n'est pas juste une petite punition. Ça va ruiner son crédit, son avenir, sa capacité à faire quoi, papa, l'interrompis-je, ma voix plus sèche maintenant, ma patience s'amenuisant dangereusement, mes mains appuyées sur le bord de la table pour rester stable. À continuer de vivre sa vie sans conséquence? À continuer de prendre tout ce qu'elle veut sans se soucier de l'impact sur les autres? À continuer de vous laisser, toi et maman, la protéger de la réalité? J'aime à frapper des mains sur le dossier de sa chaise, la mâchoire serrée, tout son corps si tendu que j'ai cru qu'elle allait se briser en deux. Tu agis sérieusement comme si j'avais tué quelqu'un. Gronda-t-elle, ses yeux brûlants de rage, sa voix tremblant d'incrédulité. J'ai fait une erreur, d'accord? J'ai pris ta voiture. Je l'ai accidentée. Je n'ai pas été prudente, soit. J'ai compris. J'ai merdé. Mais toi, elle a fait un geste ample vers les papiers dans les mains de mon père, son expression se tordant de frustration, tu as fait tout ton possible pour que ce soit le pire possible pour moi. Quelque chose en moi s'est enflammé à ces mots, quelque chose de brut, de furieux, quelque chose qui couvait depuis des années, mais n'avait jamais vraiment fait surface jusqu'à présent. Je me suis levé lentement, délibérément, mon regard se fixant sur le sien, ma voix basse mais inébranlable, ma colère froide et précise. Tu ne t'es pas soucié quand j'ai perdu quelque chose pour lequel j'avais travaillé. Pourquoi devrais-je me soucier maintenant que tu perds quelque chose? Les mots l'ont frappé plus durement que je ne l'avais prévu, lui coupant le souffle, son expression vacillant momentanément, une lueur de quelque chose qui ressemblait presque à du regret traversant son visage, mais elle a disparu aussi vite qu'elle était apparue, enfouie sous des couches d'arrogance, de colère, de la conviction inébranlable que c'était moi qui étais injuste. Ma mère a expiré par le nez, se frottant les tempes comme si c'était un inconvénient épuisant, comme si mon refus de céder n'était qu'une irritation. Annie, je comprends que tu sois contrariée, mais ce n'est pas bien. On est une famille. On ne se fait pas ça. J'ai laissé échapper un rire sans joie, secouant la tête, les bras croisés sur ma poitrine. On ne se fait pas ça? C'est drôle, maman, parce que Jem n'a eu aucun problème à me le faire. Et tu n'as eu aucun problème à la laisser faire. Jem a ricané, secouant la tête avec incrédulité, ses mains agrippant ses cheveux comme si elle allait les arracher. Je n'ai pas ce genre d'argent, marmonna-t-elle, sa voix se brisant légèrement, la réalité de la situation s'imposant enfin.
comment diable suis-je censé payer pour ça? Pour la première fois de la soirée, j'ai réellement souri, mais il n'y avait rien de chaleureux dans ce sourire. Rien de doux, rien de indulgent. Débrouille-toi, dis-je simplement, lui tournant le dos, me dirigeant vers la porte, refusant de regarder en arrière, refusant de lui donner la satisfaction de voir ne serait-ce qu'une once de doute dans mon expression. J'ai entendu mon père m'appeler, sa voix aiguë de désespoir, me suppliant de réfléchir à tout ça, d'être raisonnable, de ne pas laisser ça déchirer la famille. Mais je ne me suis pas arrêté, je ne me suis pas retourné, je n'ai pas hésité. Jem m'avait pris quelque chose, et pour la première fois de sa vie, elle allait rendre quelque chose, qu'elle le veuille ou non. Les jours ont passé, mais Jem n'a pas appelé, n'a pas envoyé de texto, n'a pas essayé de me joindre. Et honnêtement, je n'étais pas surprise le moins du monde, car je savais exactement ce qu'elle faisait. Elle se démenait, paniquait, essayait de trouver une issue au pétrin dans lequel elle s'était mise, espérant désespérément que quelqu'un, quelque part, la tirerait d'affaire comme on l'avait toujours fait auparavant. Je pouvais l'imaginer, arpentant son appartement hors de prix, passant ses mains dans ses cheveux, appelant nos parents toutes les heures pour exiger qu'ils règlent ça, tout comme ils avaient tout réglé pour elle par le passé, sans jamais s'arrêter pour considérer que peut-être, juste peut-être, ce problème était trop gros pour qu'ils puissent l'étouffer. Je savais que mes parents avaient de l'argent, mais je savais aussi qu'ils n'étaient pas assez riches pour faire disparaître 40 000 € par magie. Pas sans faire de sérieux sacrifices, pas sans puiser dans des fonds destinés à leur propre sécurité, pas sans ébranler les fondations de leur vie confortable d'une manière qui les mettrait profondément, profondément mal à l'aise. Et s'il y avait une chose dont j'étais certaine, c'est que mes parents détestaient être mal à l'aise. Les coups à ma porte sont arrivés 3 jours plus tard. Je n'ai même pas eu besoin de regarder par le Judas pour savoir que c'était elle. Les coups agressifs, le souffle impatient de l'autre côté, l'arrogance pure qui irradiait pratiquement à travers le bois, tout cela était la confirmation dont j'avais besoin. J'ai pris mon temps pour répondre, la laissant mariner, laissant le silence s'étirer assez longtemps pour qu'elle se demande si j'allais même la reconnaître, la laissant ressentir une fraction de la frustration et de l'impuissance que j'avais ressentie quand elle avait volé ma voiture et l'avait démolie sans une seconde pensée. Quand j'ai finalement ouvert la porte, je l'ai trouvée là, l'air débraillé, les cernes sous ses yeux plus prononcées que d'habitude, sa posture normalement arrogante légèrement voûtée, ses doigts s'agitant sur ses côtés comme si elle se contenait à peine. Je me suis appuyé contre le chambranle de la porte, les bras croisés sur ma poitrine, mon expression soigneusement neutre alors que je haussais un sourcil. Un problème, Jem? Sa mâchoire se serra à mes mots, ses yeux lançant des éclairs sombres, dangereux, quelque chose qui ressemblait terriblement à une dernière tentative de contrôle. Tu dois annuler ça, dit-elle, sa voix basse, tendue, à peine contenue. Je me fiche de ce que ça coûte. Je me fiche de ce que tu veux de moi. Fais juste disparaître ça. J'ai laissé échapper un souffle léger par le nez, secouant légèrement la tête, mon expression inchangée, ma patience inexistante. C'est fait, dis-je simplement, ma voix stable, calme, inébranlable. Il te faudrait un avocat et environ 30 000 € pour contester ça. Et on sait toutes les deux que tu n'as ni l'un ni l'autre. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu quelque chose se fissurer sur son visage, une minuscule fracture dans le masque de confiance soigneusement construit qu'elle avait porté toute sa vie. Une lueur de panique pure et non filtrée qu'elle ne pouvait pas tout à fait réprimer. Mais aussi vite qu'elle était apparue, elle a disparu, remplacée par la colère, par le ressentiment, par la même arrogance défensive à laquelle elle avait toujours recours quand les choses n'allaient pas dans son sens. Elle laissa échapper un rire sec et amer, passant ses 2 mains dans ses cheveux avant de les laisser tomber le long de son corps, les épaules tendues, la respiration saccadée. « Tu me détestes vraiment à ce point ?» demanda-t-elle, sa voix montant maintenant, son sang-froid s'effritant à chaque seconde. « Tu penses vraiment que je mérite que ma vie entière soit détruite pour une stupide voiture ?» J'ai légèrement incliné la tête, la regardant avec quelque chose qui se rapprochait de l'amusement, quelque chose de froid et de détaché et de totalement dépourvu de sympathie. « Tu as détruit ma voiture sans une seconde pensée, Jem. Pourquoi devrais-je me soucier que je détruise ton compte en banque ?» Ses mains se sont crispées en poing sur ses côtés, ses narines se dilatant, tout son corps tremblant d'une rage à peine contenue, sa voix se brisant sous le poids de son propre désespoir. « Ce n'est pas juste, Annie. Tu me punis pour quelque chose qui n'a jamais été censé être si grave, quelque chose qui n'était pas censé me ruiner. J'ai fait une erreur, d'accord? Une stupide erreur. Mais ce que tu fais, c'est cruel. C'est calculé. C'est insensé.
J'ai senti mes lèvres tressaillir, pas tout à fait un sourire, pas tout à fait rien du tout, juste une petite reconnaissance satisfaite de l'ironie du moment, de la façon dont Jem vivait enfin quelque chose qu'elle n'avait jamais envisagé auparavant, la responsabilité. Tu te débrouilleras, dis-je simplement, déplaçant mon poids sur un pied, ma voix légère, presque dédaigneuse. C'est ce que tu fais toujours, n'est-ce pas? Pour la première fois de sa vie, Jem n'avait rien à dire. J'ai commencé à fermer la porte, mais avant que je ne le puisse, son téléphone a vibré dans sa poche, et j'ai vu son visage se transformer en quelque chose qui ressemblait presque à de la peur, ses doigts tâtonnant pour le sortir, ses yeux balayant l'écran avec un mélange de confusion et d'effroi. Je me suis appuyé nonchalamment contre le chambranle de la porte, la regardant pendant que son expression s'assombrissait, sa mâchoire se resserrant, ses doigts agrippant le téléphone si fort que ses jointures blanchissaient. « Qu'est-ce qui ne va pas, Jem ?» demandai-je, ma voix dégoulinant d'une fausse innocence, mes yeux ne la quittant jamais. Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement, comme si elle voulait dire quelque chose, mais aucun mot ne sortit, juste un souffle sec et saccadé, juste le son de son propre monde s'effondrant autour d'elle. Et j'ai su, à cet instant précis, qu'elle avait enfin reçu le message que j'attendais qu'elle reçoive, celui de son employeur, celui l'informant que son comportement imprudent avait soulevé des inquiétudes, celui expliquant que sa récente promotion était maintenant réévaluée, celui lui faisant comprendre que son immunité de fille en or était officiellement terminée. Pour la première fois de sa vie, Jem était bel et bien seule. Je n'ai pas attendu qu'elle lève les yeux vers moi. Je n'ai pas attendu de voir toute l'étendue de sa prise de conscience. Je n'ai pas attendu d'entendre la pathétique excuse ou le plaidoyer désespéré qui allait inévitablement sortir de ses lèvres. J'ai simplement souri, un sourire lent, entendu et satisfait, et j'ai doucement refermé la porte sur son nez.